Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette première conférence du cycle Les rencontres d'Éclore. Donc Éclore, la nouvelle école paloise, la nouvelle grande école paloise qui est née de la fusion de l'ESCPO et du CMPC. Et nous avons le plaisir ce soir de vous accueillir pour traiter un sujet qui nous est très cher ici dans notre école, et celui du bien-être. Pourquoi ? Parce qu'on a une conviction, c'est que le meilleur gage de succès, la meilleure et la plus grande condition à la réussite, c'est de créer toutes les conditions nécessaires au bien-être de nos jeunes, au bien-être de nos étudiants, pour qu'ils voient éclore leurs projets de vie, tout ça en leur apportant un cadre qui soit le plus bienveillant possible. Ce sujet du bien-être, on a souhaité le lier à quelque chose qui est aujourd'hui prégnant dans notre société, c'est la performance. Performance individuelle, performance collective, et de voir comment, au travers des témoignages de deux experts, de deux personnes qui sont, de par leur expérience, de par leur vécu, très au fait de ces sujets, dans un cadre qui se veut aussi basé sur l'échange avec vous, le public, d'essayer de vous apporter un maximum d'éléments sur ce sujet. Donc j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Perle. Donc Perle Gouge, qui est double médaillée paralympique d'aviron, qui nous fait l'amitié d'être présente ce soir, et Anthony Mette, qui est spécialiste en préparation mentale, qui nous fait également l'amitié d'être présent ce soir. Et j'ai eu dans une autre vie, dans le sud-ouest, l'occasion de rencontrer et de travailler, et je suis très heureux, je les remercie très vivement de leur présence ce soir. Et je souhaitais également remercier Cédric, David, Claire, Eric, Romain et Gino pour la captation, et évidemment Clarisse qui a été à la baguette pour organiser cet événement ce soir. Alors Perle, tu es donc originaire de Bretagne, qui a remonté la côte pour venir t'installer dans le sud-ouest. Donc le sport a toujours fait partie de ta vie, même si à côté de la pratique sportive, tu as également une carrière de cadre technique dans le sport. Tu es diplômé d'un master management du sport, et donc ta devise c'est Carpe Diem. Et donc on va te compléter ta présentation par une petite vidéo que tu nous as proposée. Un titre de championne du monde, 4 titres de vice-championne du monde, 20 fois championne de France, et le reste, je l'ai oublié. Bonjour, je m'appelle Perle Gouge, je suis rameuse à l'Aviron Bayonnais. J'ai eu un accident de la route à l'âge de 19 ans, j'ai eu un accident de moto, et le sport a été pour moi un moyen de me reconstruire. Mon handicap a été une force, et je m'en suis surtout servi comme ça. Ça m'a permis de faire plein de compétitions sportives internationales et de rencontrer plein de gens qui m'ont permis de m'enrichir. Le partenariat avec la Société Générale, c'est une aventure de longue date. Ça me permet de m'entraîner dans de meilleures conditions. Et en termes de médiatisation, ça apporte aussi beaucoup d'avoir une grande entreprise qui soutient le sport. On pratique l'aviron, qu'on soit en situation de handicap ou valide. C'est pour tous les publics, quel que soit son âge, en compétition ou en loisir, qu'on soit un homme ou une femme. Tout le monde peut pratiquer l'aviron. Et donc, Anthony, tu es docteur en psychologie, auteur de nombreux ouvrages sur la préparation mentale, donc préparation mentale des sportifs, un mental pour gagner. Donc, tu interviens également dans plusieurs écoles. Tu es fondateur d'une école de préparation mentale de Focus. Et donc, tu es l'un des personnages de la préparation mentale en France. Et justement, la place de la préparation mentale dans tout ça, sur le bien-être et le lien qu'il peut y avoir entre le bien-être et la performance. On a parlé de stress, que c'est possible d'être bien stressé, de bon stress, mais effectivement de bon stress. Donc finalement, comment et sur quel levier a influé la préparation mentale pour conditionner à la fois le bien-être, mais aussi le bien-être au service de la performance? Alors le stress, c'est une question compliquée pour les sportifs et nous. On est rarement d'accord sur le stress.
En gros, souvent, je dis à l'entretien, quand je vois des gars au premier rendez-vous, je leur dis entre 0 et 10, à combien tu stresses à l'entraînement, en match et au quotidien. Un bon stress en match, en compète, ce sera un stress entre 1 et 3 et 4 maximum. Si on est au-dessus, c'est qu'il y a trop de stress, donc il y a trop de parasites, et le corps va être trop en alerte, et le cerveau va envoyer trop de messages négatifs, trop de pensées, de craintes, d'anticipation négative, et donc ça va avoir un impact quand même assez négatif sur le résultat. Donc on travaille beaucoup à diminuer ça au maximum. On n'arrivera jamais à un niveau de 1 en compétition, c'est impossible parce que la compète c'est que de l'imprévu et c'est que du danger. Donc de facto le cerveau va chercher à anticiper, à contrôler ce qu'il peut contrôler, il ne pourra pas tout contrôler donc il va stresser. Mais on fait en sorte que les sportifs soient le moins stressés possible et on fait en sorte de pas non plus les contrarier. S'ils veulent du bon stress, on travaille ça en deal entre il n'y a pas de souci. Après en sport co, tout ça c'est compliqué parce que le stress en fait il est très communicatif. Le stress se ressent par l'odorat, le stress se voit par les yeux, le stress se sent par le toucher. Et quand vous avez un groupe, une équipe de sport, sans prendre d'exemple actuel, qui stresse trop, en fait ça se communique entre tous les joueurs. Et quand vous avez un staff qui stresse, alors là c'est terrible, vraiment terrible. Donc il faut faire en sorte de pas trop le montrer, de ne pas trop l'exprimer verbalement, etc. Et donc on peut avancer ensemble. Sinon, quand une équipe stresse, c'est quand même très très mal barré. Donc on travaille sur ça. Et ta question, Loïc, qui était très longue, j'ai oublié la fin. Mais existe-t-il un bon stress ? Alors, en tant que psy, je dirais non. Mais en tant que préparateur mental, oui, parce que ça sert à des profils comme Perle qui aiment ça en fait. Et qui se nourrissent du stress de la compétition, l'espèce d'adrénaline qu'il y a dans le jeu, qui va être un peu piquant, qui va être un petit peu boostante. On parle de trac pour un comédien, souvent au théâtre. On parle d'anxiété pour des psys classiques. Ce sont des éléments qui peuvent être problématiques à un niveau trop grand. Et ce sont des éléments nécessaires à la survie de nous tous. Donc tout le monde stresse au quotidien. Il faut du stress pour rester en vie, mais pas trop, sinon ça fatigue le corps et le cerveau. Donc il faut trouver le bon ajustement individuel par rapport à ça. Perle, est-ce que vous avez peut-être des situations J'ai une collègue à l'Aviron qui est méga stressée, qui pleure avant chaque compète, mais vraiment, quand je dis stressée, c'est même sur le groupe, sans les pesants, et pourtant elle est très performante, mais je pense que c'est sa manière à elle de se rassurer, parce que du coup tout le monde est autour d'elle en lui disant mais non, ça va bien se passer, t'inquiète pas, t'es forte et tout, et ça la rebooste. Donc ouais, moi je pense qu'il faut un peu de stress, mais c'est surtout les outils qu'on met en place à un moment donné quand on sent que le stress il monte un peu plus. C'est-à-dire moi, voilà, quand on me dit est-ce que t'es stressé pour les Jeux de Paris 2024, non, c'est trop loin. Aujourd'hui, le stress, non. Par contre, quand je vais arriver sur le site, là, ça passe de 0 peut-être à 7. Là, on se dit, ah ouais, on y est là. Et en fait, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour faire redescendre. Mais ça, c'est valable dans le sport, mais partout. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'écoute la musique. Je sais que mettre mon casque sur mes oreilles et m'isoler, je fais de la respiration. Je visionne des courses où je me dis, tiens, si ça se passe comme ça, qu'est-ce que tu mettras en place? Le geste parfait. Et en fait, ça fait redescendre mon niveau, même au niveau cardiaque, en fait, ça redescend. Et c'est ces petits outils que moi j'ai trouvés. Après, j'ai des petits rituels. On dit que chez les sportifs, on a tous tennisman, il lance 4. Bah moi voilà, quand j'arrive sur la ligne de départ et que je sens que le stress ça va partir, j'entends les arbitres qui annoncent les nations, je me dis ouais, ça va y aller. J'ai mes petits rituels qui me permettent d'avoir un focus extérieur à l'enjeu en fait. C'est vraiment ça. Je me dis bah allez, remets ta casquette, hop, tu tournes tes dames de nage, tu remets ta chaîne, et mon cerveau il est connecté sur autre chose. Bah, pendant ce petit laps de temps, il pense pas à l'enjeu et puis à un moment donné il est temps de partir, donc ça revient, ça remonte un peu et ça redescend. Donc je pense qu'en fait chaque individu est différent. C'est juste à un moment donné comment on l'aborde du mieux possible. Par contre, je pense qu'en effet une bonne préparation mentale est importante et c'est ce qui peut surtout faire la différence sur quelqu'un qui est très fort techniquement et physiquement. Ben en fait, il peut être très fort techniquement et physiquement, sauf que si dans l'approche de la compétition ou si les facteurs extérieurs, et pareil dans une entreprise, ça pourrait être pareil dans une entreprise, quelqu'un qui a des compétences, qui a de l'expertise, mais s'il sent qu'autour de lui il y a des facteurs un peu négatifs, ben en fait ça peut être le plus fort ce jour-là pour passer un concours, pour avoir un poste. Ben nous, pour aller chercher la médaille, la plus belle des médailles, ben on peut vite passer de la médaille d'or ou de la médaille d'argent ou de bronze à la 10e place. Et on envoie des sportifs en fait parce qu'à un moment donné,
on n'a pas su accompagner. Donc c'est pour ça que pour moi là, la prépa mentale, elle est importante de se dire qu'est-ce qu'on met en place pour à un moment donné occulter ce que je vous disais pour être performant. Et justement, est-ce que cette performance est compatible avec le bien-être et justement comment on peut surmonter et dépasser peut-être tous les éléments qui sont bloquants et notamment le stress via les outils de la préparation mentale? Très franchement, le sport de haut niveau, c'est marcher sur un fil de funambule tout le temps. Et c'est se faire mal tous les jours, voire se faire très mal et être sous la rupture vraiment quasiment toutes les semaines. Donc ils sont sur une démarche extrême, encore une fois qu'on a dans les mêmes profils de performeurs en politique, dans l'art ou le chant, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment une mécanique complexe et c'est des Ferrari si tu veux qui sont facilement cassés et facilement en panne, donc on peut faire attention à tout ça. Mais vraiment dans ces profils là c'est comment dirais-je, ils ont une telle détermination, ils ont une telle envie de gagner, d'être numéro 1 mondial ou d'être au JO que ça va dépasser tout le reste. Et donc ils savent se faire mal et ils savent s'arrêter avant de casser normalement. Et nous, on veille à côté, justement, à ce qu'il ne se casse pas trop et à ce que ce soit à peu près cohérent. Donc, c'est vraiment un jeu difficile entre santé physique, mentale et performance. C'est extrême tout le temps, tous les jours. Et donc, s'arrêter avant de se casser, comment on trouve l'équilibre quand on est sportif de haut niveau, Perle? Donc, à quel moment on s'arrête pour être bien? Alors, quand on est jeune, on pense pas trop à la santé, justement. On pense qu'à la performance et à gagner. Quand on prend un peu d'âge, on commence à avoir quelques blessures et on se dit que pour une vie future, il va falloir faire attention. Donc, on en prend un peu plus conscience. Mais le bien-être, c'est aussi quand on va chercher la médaille. Forcément, là, c'est l'extase, c'est vraiment, on se dit, ouais, j'ai pas fait tout ça pour rien. C'est aussi ça, parce que c'est comme tu le dis, Anthony, tous les jours, on se fait mal, on prend du plaisir quand même. Et c'est vrai que des fois, on se fait mal à l'entraînement, mais c'est vraiment idiot ce que je vais dire. Des fois, on a des entraînements super durs, on s'est fait mal, et en fait, on s'arrête et on se dit, ouais, je suis bien maintenant. Ou des fois, on n'a pas envie d'aller à l'entraînement, on fait un entraînement super dur, et puis en sortant, il y a, je sais pas, l'esprit, la tête, le corps, tout va bien. Alors que l'entraînement était super dur, mais je pense que c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de ça pour se sentir bien. Et chacun à son niveau, en fait, parce que nous, on va à outrance dans l'entraînement. Mais chacun à son niveau peut se mettre ses propres objectifs et de se dire, je pense que parfois, certains d'entre vous vont peut-être marcher, en rentrant de marcher, on se dit chouette, ça m'a fait du bien à la tête, j'ai pensé à autre chose, j'ai rencontré des... Mais en fait, c'est ça, c'est juste... Et moi, le bien-être, c'est aller chercher les médailles, c'est les partager, c'est avec la famille, c'est aussi les gens qu'on rend heureux autour de nous. Et puis voilà, ça reste aussi du sport, c'est relativiser tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'y arrivais un peu moins il y a 2, 3, 4 ans. Avec les échecs ou avec on arrive aussi à relativiser, à se dire ça reste du sport, on prend du plaisir. Le bien-être, c'est la santé avant tout. C'est vraiment, c'est ça aussi. C'est la santé mentale et la santé physique, mais c'est ça le plus important. Et puis après, on essaye d'aller chercher des médailles, chercher des choses, parce que nous, on va aller chercher les médailles dans le sport. Mais le bien-être, ça peut être aussi donner de son temps pour des gens, c'est aussi ça. Parfois, il y a des gens qui donnent des choses qui peuvent pas être récompensées par les médailles. C'est ce que je dis. Moi, il y a plein de gens qui font plein de choses, qui mériteraient des médailles, mais qui peuvent pas les avoir parce c'est pas palpable. On peut pas leur remettre de médailles. Donc c'est ça, le bien-être, c'est être bien dans sa tête, bien dans son corps. Et Anthony, peut-être, sur cet équilibre, sur ce besoin d'équilibre. En fait, il me semble que l'équilibre pour un sportif pro est quasiment impossible. Je suis un peu radical, mais vraiment, c'est tellement des démarches extrêmes que l'équilibre, on le cherche, nous, en tant que psychologue. En tant que préparateur mentaux, pas forcément. Parce qu'on sait que s'ils sont trop équilibrés, ils vont s'ennuyer. Ils seront trop heureux et moins performants. C'est tout le danger, le paradoxe. Donc on le cherche en tant que base psychologique, mais on va quand même optimiser le profil pour vraiment aller un peu vers l'extrême et de faire se dépasser sur différentes compétences. Après, sur le côté donc bien-être et le côté performance, il me semble que la drogue des champions, c'est en partie ça, les médailles qui brillent, mais c'est aussi beaucoup le flow. Donc le flow, c'est l'état mental que vous avez à l'entraînement ou en compétition. Vous avez le sentiment qu'en fait tout vous réussit.
et que ce que vous faites qui est extrêmement dur techniquement, physiquement, mentalement, en fait c'est facile, que c'est beau, que c'est élégant, que c'est juste trop bien et qu'en fait tout coule, tout glisse, tout se passe comme il faut et ça c'est la drogue des champions. C'est cette espèce de sentiment là d'arriver à quasiment toucher Dieu, hein, on dit ça, j'ai touché Dieu. Fait que c'est leur drogue leur quotidienne chez un sportif de très haut niveau et de manière chez un coureur lambda, mais c'est vraiment ce qu'on recherche tous, c'est cette espèce d'accomplissement et de sensation cérébrale mais quasiment dans l'entièreté physique et mentale de clac, là ça a marché, là c'était bien et c'était ouf, voilà. J'ai un exemple en fait. Moi, j'ai vraiment un exemple sportif. Je l'ai vécu 2 fois, le flow, je pense, dans ma carrière. Une fois sur une compétition, et en effet, on a l'impression que le bateau, on lui demande n'importe quoi, on n'est pas fatigué, il réagit, et on arrive à doubler les gens, et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là pour que ça arrive? Non, mais on se pose la question, et nous, on a réussi à gagner une course comme ça en se disant, waouh! Donc, en bateau. Et moi, l'année dernière, sur un championnat indoor sur rameur, la machine que la majorité des rameurs détestent parce que on y laisse la tête, le corps, et pareil, là, on va même parfois, enfin, c'est vraiment un effort très, très intense. Et en fait, l'année dernière, j'ai dit à mon entraîneur, j'ai battu mon propre record, et je lui dis, en fait, j'avais l'impression d'être au-dessus du rameur. C'est-à-dire que tout ce que je lui demandais, il faisait. Et j'ai l'impression de pas subir, alors que c'est vraiment vraiment un effort qu'on subit. En général, on ne l'aime pas. C'est vraiment de la pure évaluation physique. Et là, en fait, j'avais l'impression d'être au-dessus de mon rameur et de lui dire, allez, relance un petit coup, hop, ça. Et c'est vraiment je l'ai eu 2 fois dans ma vie, ce flow, où on a l'impression que, on est au-dessus de tout et rien peut nous arriver. Vraiment rien. Tout ce qu'on fait sportivement est parfait. Vraiment parfait. Et limite, on se dit, je pense que j'aurais pu, si j'avais eu encore un peu plus d'audace, je pense que j'aurais pu être encore un peu plus fort. Mais c'est le côté où on en veut toujours un peu plus. La performance, c'est performer, c'est aussi parfois échouer. Et est-ce que le fait d'envisager l'échec est compatible avec cette recherche du bien-être? Quelle est la place de l'échec dans tout ça? Alors la question n'était pas préparée, c'est la surprise de l'improvisation. Je devais pas animer ce soir aussi, mais donc là j'improvise un petit peu. Alors, réponse philosophe, l'échec n'existe pas. C'est une perception mentale, c'est un concept qu'on se crée. Il n'y a pas forcément de l'échec versus réussite. Il y a ce qu'on voit dans l'échec et ce qu'on voit dans la réussite. Donc souvent je dis aux sportifs, est-ce qu'un échec est 100% un échec? Non, il est à 10%, 20% un échec. Et inversement, une réussite, est-ce qu'elle est 100% une réussite? Pas forcément. Il y a toujours une part de négociable, de travaillable, d'améliorable. Donc les pessimistes voient l'échec facilement, les optimistes voient la réussite plus facilement. C'est aussi des questions de profil et de positionnement, de caractère, de personnalité. Donc l'échec, si vraiment on s'arrête sur le fait d'être 4e au JO, de faire une contre-performance, ça sera un échec. Mais tout l'enjeu pour un sportif est de rebondir très vite et de trouver dans cet échec-là, avec des guillemets, des éléments de travail. Alors je vais être très précis, très factuel. Prenez la Coupe du Monde de foot d'il y a quelques mois en arrière, c'était quand c'était en décembre, ouais, c'était en hiver, en décembre. Sur les Français, j'en connais quelques-uns qui étaient là-dedans dans l'équipe, certains sont encore au fond du seau. Et il y en a un qui est déjà, qui était sur le terrain 5 jours après, c'est Mbappé. Parce qu'il a une résilience, une force de caractère, un optimisme, une détermination absolument hors du commun qui fait que l'échec, qui lui a quand même vraiment fait très mal, il a su remonter et très vite reprendre le terrain. Voilà. Donc chacun a sa perception de l'échec versus réussite et chacun rebondit selon sa résilience, selon son équilibre pour le coup psychologique et ses outils qu'il a dans ses bagages. Mais c'est très personnel et aussi culturel parce qu'il me semble que pour avoir des sportifs étrangers en suivi de différentes nations, ils sont moins ancrés que nous sur ça, sur échouer et réussite. C'est pas que français non plus, mais c'est quand même très occidental. C'est une vision des choses un peu dichotomiques, un peu caricaturale à mon sens. Moi, j'ai eu de la réussite, mais j'ai aussi de l'échec. C'est vraiment le cas. Je pense que c'est aussi toute la pression extérieure qu'on nous met et l'enjeu qu'il y a sur la réussite et l'échec, en fait. Comment c'est vu de l'extérieur par les entraîneurs dans le domaine sportif, au niveau professionnel, ça pourrait être de la part d'un employeur.
c'est quelle pression est mise sur la réussite et sur l'échec. Qu'est-ce qu'on voit à travers la réussite ou qu'est-ce qu'on voit à travers l'échec. Moi, la réussite, c'est la plus belle des médailles, c'est l'or. J'ai eu la chance d'avoir la médaille d'argent aux Jeux de Londres. Premier jeu, médaille d'argent, on est déjà méga content. Rio, on veut aller chercher l'or, on fait médaille de bronze. On est un peu déçus, mais en même temps, on voit les copains qui sont 4e, 5e, on se dit, ah ouais, tout compte fait, on peut pas être déçus parce qu'on en ramène quand même une à la maison. Puis Tokyo, dégringolade et très grosse contre-performance, donc grosse remise en question. Et en effet, moi, je déteste l'échec, vraiment. C'est un truc que... Donc du coup, c'est prendre du recul, grosse claque, se dire est-ce que je repars ou est-ce que je repars pas. Mais en fait, on peut pas ou arrêter une carrière ou terminer une saison sur un échec. En fait, c'est pas possible parce que le cerveau, il garde que le négatif en tête et il ressasse. C'est comment je me sers de l'échec ou comment je me sers de ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi? Voilà, c'est plutôt que l'échec. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il y a des facteurs internes, propres à moi, à ce que j'ai mis en place pour performer, puis tous les facteurs externes. Et quand on a réussi à faire l'analyse de tout ça et à prendre du recul, je t'avoue que les 10 premiers jours, j'ai pas pris beaucoup de recul. J'ai beaucoup ressassé et puis je l'ai encore en tête, en fait. Et c'est aussi ce qui me fait avancer, en fait. C'est l'échec de Tokyo et les échecs que j'ai qui me permettent de rebondir parce qu'en fait, à chaque fois, je m'en sers comme force en me disant, ça, il faudra pas que ça se reproduise. Ça, t'as pas le droit de refaire cette erreur-là, ça t'as pas le droit. Alors, peut-être que je la referai. Hein. En tout cas, ne pas rester sur un échec, et je suis un petit peu pareil. Et j'aimerais terminer ma carrière, parce que voilà, moi je sais qu'après les Jeux de Paris, j'arrêterai le haut niveau. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que la réussite, ça soit la médaille d'or, alors que pendant très longtemps, c'était mon objectif ultime. Mais j'aimerais finir de la plus belle des manières, c'est-à-dire en me disant, est-ce que j'ai donné tout ce que je pouvais donner? Est-ce que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire moi-même, en fait? Et fermer la porte en me disant, voilà, aujourd'hui, j'ai pas de regrets, j'ai peut-être pas la médaille, mais j'ai vécu des bons jeux, j'ai rencontré des gens, j'ai fait le maximum en termes d'entraînement de ce que je pouvais faire. Ben voilà, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. On relance les dés, le lendemain, ça sera peut-être pas les mêmes sur le podium. Ça, on le sait jamais. Ça changera tout le temps, en fait. Il faut être prêt à l'instant T, donc c'est plutôt ça aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, j'estime aussi alors, je vais pas me comparer à Kylian Mbappé, parce que surtout pas. Mais en tout cas, je suis un petit peu comme lui, c'est qu'il faut rebondir, se servir de ce qui n'a pas fonctionné, puis aller de l'avant, puis essayer de finir sur une note positive. Il y a forcément un moment où c'est positif. Si ça marche pas en 2024, je ferai une saison en 2025, c'est sûr. Mais il faudra que j'aille chercher quelque chose pour fermer la porte sur quelque chose de positif. Donc on parle beaucoup du bien-être comme vecteur de performance. Est-ce que, à l'inverse, certains peuvent se mettre mal, si j'ose dire, et en deviennent plus performants? Je pense à McEnroe, par exemple, le joueur de tennis, et ses fameuses colères. Est-ce qu'il peut y avoir, à l'inverse, des états d'esprit plutôt négatifs qui sont, eux, favorables à la performance? Ouais, on a forcément des coups de gueule. Enfin, moi, ça m'arrive sur mon bateau toute seule de m'énerver. Hein. Qu'est-ce que je fais là? J'en ai marre. Hein. Mais je pense qu'aussi, ça fait partie. Ça m'arrive aussi avec les entraîneurs de pas être d'accord, de râler. Mais voilà, on n'est pas des machines, en fait. On est des êtres humains avec des humeurs, avec voilà, il faut aussi fonctionner avec ça. Mais oui, les coups de colère, et moi des fois quand ça va pas, voilà, ça me rend plus forte, en fait. Ça m'agace, et comme je suis agacée et que s'il y a un bateau qui va plus vite et que j'arrive pas à le dépasser, je suis tellement énervée, tellement en colère que je vais encore y mettre plus d'énergie, pour essayer d'aller. Et en fait, ça pousse vers l'avant. Donc oui, parfois les coups de colère permettent de progresser. En fait, d'être trop gentil dans le sport, on le dit souvent, les sportifs de haut niveau sont mauvais caractère, mais c'est aussi ce qui nous permet d'être performants. Parce que si on est trop gentil, si on accepte que l'adversaire il nous double, moi j'ai pas envie. Mais même quand je vois quelqu'un de valide, je sais qu'il ira plus vite que moi avec ses jambes, mais c'est pas grave. Je vais donner tout pour essayer de lui dire non, je vais être là à côté, je vais essayer de te battre. Et je sais qu'au fond de moi, ça sera pas forcément possible, mais ça le fera douter. Et ça m'est déjà arrivé en compétition, en fait, de faire douter des gens juste parce qu'ils avaient l'argent et en disant mais je vais pas te lâcher sur 100 mètres. Et je sais qu'après, en fait, il y a une collègue l'année dernière au championnat de France, elle est tombée à l'eau. Je lui ai tellement mis la pression sur le départ en disant mais non, je veux pas que tu me battes, qu'elle s'est dit non mais elle va pas me battre, elle a pas ses jambes. Mais en fait c'est ça, c'est ce qu'on peut dégager, ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, donc oui, je pense que les coups de colère peuvent aussi être positifs. Enfin je sais pas, Anthony. Je te rejoins absolument. Pour toucher le flow, il faut une petite dose de stress, vraiment un tout petit peu, et aussi un peu de colère. Il faut un peu d'émotions négatives. Alors peut-être pas dans tous les sports ou toutes les activités, mais pour le tien sport et pour des sports de combat, etc., évidemment c'est classique, il faut une dose de colère. Quand il y en a trop,
ça se passe pas très bien parce que du coup ça explose, on prend des cartons, on est expulsé, on s'énerve, on jette des raquettes comme ton exemple tout à l'heure ou des plus actuels, mais il faut une petite dose de colère. Et même mieux que ça, je connais des sportifs avec qui je travaille et d'autres qui sont connus aussi, non, même pas que, qui ont construit tout leur projet par rapport à ça. Donc ils ont construit toute une carrière sportive, artistique, comme la chanteuse black américaine de jazz Nina Simone, comme Tyson en boxe, sur la colère, sur l'esprit de revanche, l'esprit de faire mal entre guillemets à l'autre aussi, de se dépasser, d'aller vraiment comme ça tâter du bout des doigts la violence, la colère, l'agressivité, et ça a marché. Est-ce qu'ils étaient heureux? Ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ils ont réussi à faire des trucs de dingue, de faire des performances scéniques, artistiques et sportives incroyables. Donc la colère, pour nous, elle est compliquée à travailler parce que éthiquement, c'est quand même un sujet un peu délicat. C'est-à-dire que rendre quelqu'un en colère, c'est très facile, mais par contre, il faut aussi le aider à redescendre et retrouver un état de calme et de sérénité après. Et il faut pas non plus trop toucher ça parce que ça rend vite les gens après aigris, hargneux et agressifs. Donc mon côté psycho fait que j'aime pas trop travailler ça, mais en tant que préparateur mental, je sais aussi qu'il faut y aller pour toucher la performance. Et quand on parle justement du flow, est-ce que ça on peut oublier quand on est dans cet état de transe en quelque sorte, est-ce qu'on peut en oublier justement le bonheur? Oui, c'est là ce qu'on peut. Le flow, c'est vraiment un état de conscience modifié. Donc, comme sous hypnose, comme en état de transe, vous êtes là, mais en même temps un petit peu ailleurs. Donc, au-dessus, à côté, devant, derrière. C'est l'état de transe chamanique, c'est l'état d'extase qu'on va avoir dans différentes pratiques méditatives ou religieuses. C'est l'état des Darwish-tourneurs qui tournent sur eux la coïncidence. C'est l'état des moines, c'est l'état des artistes qui chantent, qui dansent. Cette espèce d'état-là de conscience modifiée. Et quand vous êtes dans cet état-là, vous perdez la notion du temps, de l'espace et du réel. Donc vous êtes là et en même temps un petit peu ailleurs. Vous faites des trucs de dingue, mais je dirais pas comme un robot, mais avec un sentiment de légèreté, de facilité et le retour est difficile. Mais on est ailleurs, vraiment on est coupé. Ce que je vous propose peut-être, c'est de prendre quelques questions dans la salle, si vous en êtes d'accord. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Alors je sais que c'est toujours compliqué de poser la première question, donc n'hésitez pas à vous manifester. Donc Victor. Bonjour, c'est une question pour Perle. Comment est-ce que vous voyez la... Bonjour. Là vous m'entendez? Non. Là, vous m'entendez? Ouais. Bonjour Perle et bonjour Anthony. Juste une question, comment est-ce que vous percevez en fait les préparateurs mentaux en tant que sportif? Je veux pas semer la zizanie, hein, mais comme je ne sais pas en fait si un préparateur mental est assigné à un sportif sans son choix ou avec son accord. Enfin bref, je voulais savoir comment est-ce que c'était perçu et. Alors moi, je suis pas langue de bois, donc je dis ce que je pense. Pendant très longtemps, j'y croyais pas du tout, mais vraiment pas. Pour moi, c'était pas quelque chose d'important. Sauf que au fur et à mesure, je me suis dit que quand on était prêt physiquement et techniquement, ça pouvait faire la différence sur la haute performance. C'est-à-dire que moi, un prépa mental qui arrive sur un athlète qui n'est pas préparé physiquement et techniquement, il ne fera pas gagner de médaille. Enfin, parfois, il y a des sportifs qui disent non. En fait, il faut déjà avoir une base solide et le préparateur mental, il est là pour solidifier cette base et il peut faire la différence sur la performance, à mon sens. On en parlait tout à l'heure, on ne peut pas imposer un préparateur mental. On n'impose pas un kiné, on n'impose pas des entraîneurs, on peut nous les imposer, on n'a pas le choix parfois. On a un préparateur, enfin moi je suis pas langue de bois, donc on a une préparatrice mentale dans le groupe d'aviron paralympique qui ne me convient pas. Personnellement, ce n'est pas l'humain que je juge, ce n'est pas l'individu, c'est sa méthode de travail. Elle ne me convient pas, donc j'ai demandé à avoir un préparateur extérieur
parce que là on a fait une année de contre-performance, ça nous est jamais arrivé depuis 10 ans, et on avait pourtant dans le groupe une préparatrice mentale, donc normalement on n'aurait pas dû, et c'est la pire année qu'on ait eue. Alors c'est pas à cause d'elle, je suis pas en train de dire que c'est de la faute de la prépa mentale, j'ai pas dit ça, je suis loin d'avoir dit ça, je dis juste que justement pour analyser cette contre-performance, il faut choisir la personne avec qui on a envie de travailler, et c'est une relation de confiance, c'est-à-dire que je vais lui dire des choses demain, elle va me dire des choses, et si j'ai confiance en elle, je vais être capable d'entendre ce qu'elle me dit, même si ça ne me fait pas plaisir. Comme un entraîneur. Si on a confiance dans un entraîneur, les critiques objectives, elles sont toujours entendables quand on a confiance dans les gens. Si un ami vous dit demain, là, ce que t'as dit, c'était pas très sympa, ah oui, peut-être. Si c'est un inconnu ou quelqu'un que vous aimez pas qui vous dit là, ce que t'as dit, c'était pas très sympa, je m'en fous, je l'aime pas lui. Et pourtant, il a peut-être raison. Mais comme vous l'aimez pas, ou comme, donc en fait, c'est ça. En effet, c'était vraiment pas mon truc, les préparateurs mentaux. Et depuis quelques années, on voit qu'ils ont fait du bon jeu. Après, c'est comme tout. Je veux dire, Anthony, il y a les bons et les pas bons, mais c'est comme dans tous les métiers. Donc, il faut trouver le bon, il faut trouver celui qui nous correspond et celui qui nous permet d'avancer ensemble. Et ça sera pas à cause de lui qu'on va perdre, mais ça sera peut-être grâce à lui qu'on va gagner, par contre. Et je pense que c'est surtout ça la différence. C'est peut-être celui qui va nous apporter les petites clés qui vont nous permettre. Mais je le prendrais comme un bon prof, comme n'importe qui. Il y a des gens, vous pouvez parfois à l'école et vous tombez sur la bonne personne et vous dire ah ouais là, je fonce. Moi j'ai mon premier entraîneur. Mais je serais resté sur l'eau, parce qu'il me connaissait, donc il savait que s'il me disait mon collègue fallait le piquer au vif pour qu'il avance, moi il fallait juste qu'il me dise je pense que là t'es pas capable de gagner 2 secondes, et le truc il fallait pas me dire. Donc il savait comment jouer les gens. Le préparateur mental, s'il vous connaît bien, il va vous apporter les clés, il va être capable de vous orienter, et si vous avez confiance en lui, vous allez travailler. Mais en effet au départ c'était pas mon truc. Peut-être, Anthony, la préparation mentale, au-delà du monde du sport, parce qu'on parle aussi de performance au quotidien, performance du manager, performance des individus, etc. Est-ce qu'il y a du sens à mobiliser ces outils-là au-delà du monde sportif? Ouais, c'est même, je pense, devenu obligatoire. En fait, quand vous avez une activité au travail artistique qui vous demande autant d'énergie, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager de grands groupes, en tant que chanteur, comédien, ce que vous voulez, il faut, si vous avez en tous les cas une visée, une projection à long terme, donc une carrière longue, il faut anticiper, il faut être dans la prévention. Et donc ça veut dire faire attention à soi, anticiper les problèmes, les faits de vie, les événements de vie, etc., y compris divorce, mariage et accouchement, qui sont des gros marqueurs d'un point de vue de santé, d'un point de vue émotionnel. Et il faut avoir une perspective vraiment comme ça d'anticipation et donc de recherche d'équilibre autant que faire se peut au quotidien. Donc de ce que je vois aujourd'hui à l'entreprise, en politique et dans différents univers, tous les grands postes à responsabilité sont suivis de façon plus ou moins officielle par divers coachs ou divers conseillers ou divers préparateurs mentaux ou que sais-je, et ça devient quasiment une obligation parce que le monde est rude, tout ce qui se passe autour de nous nous impacte individuellement. Et on a des contraintes, on s'impose aussi beaucoup de contraintes familiales, professionnelles, sociales, tout ça, qui font qu'être parfait partout, à un moment donné, ça ne marche pas. Et Perle, donc, à côté de ça, que tu mobilises des outils du sport dans ton environnement professionnel. Alors moi, le sport de haut niveau, il me sert justement dans le management, c'est ne pas oublier l'individu. Souvent, on pense tâche, mais on oublie l'individu. On est tous différents, mais on a besoin de tout le monde pour mener à bien les tâches. Et en fait, c'est ça, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de tous bien s'entendre, mais par contre que pour le même objectif, on doit tous avancer dans la même direction. Donc que ce soit dans le sport, dans l'entreprise, dans des missions, on n'est pas obligé d'aller manger ensemble après. Moi, avec mon collègue, voilà, je m'entends bien. Là, je vais ramer avec un nouveau collègue. Le but, c'est quel est l'objectif commun pour tous, pour aller de l'avant dans une entreprise. Je pense que c'est ça, on est tous là pour le même objectif. En effet, il y a des métiers où il y a des objectifs financiers ou autres, mais ne pas oublier l'individu. Et que sans une des pièces du puzzle, l'entreprise elle peut ou l'objectif il peut. En fait c'est souvent ça, parce que le manager souvent dit ouais mais c'est le patron donc il a toujours raison. Le salarié va dire ça, mais en fait le patron il prend aussi parfois des décisions qui sont pas faciles pour protéger l'intermédiaire, pour protéger le salarié d'en bas par rapport au patron qui est encore plus haut. Et en fait c'est ça, c'est toute la communication, et je pense que c'est ça qui est important aussi dans le sport, la communication qu'on a avec l'entraîneur, mais dans une entreprise c'est pareil. Comment on communique avec les gens. Ce que tu disais tout à l'heure, il y a ce qu'on perçoit par le regard, par la parole. C'est ça.
Quand on a un collaborateur qui rentre le matin, moi, mon collègue, le matin, la première chose que je lui demande, c'est t'as bien dormi? Parce que nous, c'est ça. Mais par choix, je sens à sa voix qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, soit je sais que là, c'est pas la peine d'en parler maintenant, on va faire la sortie, soit on va commencer à en parler et je vais lui dire juste le rassurant en disant hey, aujourd'hui ça va pas, c'est pas grave si l'entraînement il se passe pas comme on veut, ça arrive, il y a des jours où on est bien pas. Qu'en fait c'est ça, c'est être à l'écoute de la personne, mais pas forcément que par les paroles, par l'attitude qu'on a. Il y a des gens qui sont plutôt extravertis qui vont venir vous dire aujourd'hui j'ai un problème, mais il y a des gens qui ont des problèmes chez eux, qui vont essayer de les laisser chez eux, mais ça prend quand même le pas dans le monde professionnel. Donc c'est ça, c'est être capable de gérer l'humain. Et pour moi l'humain, le sportif c'est ça. On est des humains et ce que je dis souvent à l'entraîneur, n'oublie pas qu'en effet on est là pour performer, mais avant tout il y a quelqu'un qui s'appelle Perle. Oui, athlète de haut niveau, mais il y a un individu. Et dans une entreprise, c'est pareil. Il y a la personne qui est là, la secrétaire qui est là pour faire les choses, ou l'enseignant qui est là pour enseigner. Mais à côté de ça, c'est un individu, un être humain, et donc être à l'écoute des gens et dire qu'on ne peut pas tous s'entendre ensemble, qu'on n'est pas tous, on est tous différents. Mais en tout cas, si on construit un objectif commun, et ça, je pense que c'est le rôle du manager comme le rôle de l'entraîneur, c'est quel est l'objectif commun où on est tous là pour le même objectif. Donc nous, dans le sport, ça va être l'objectif qualifier un bateau pour les Jeux. Ça, c'est l'objectif commun. Et quand on accepte l'objectif, on va vers là. On sait qu'il y aura des moments bien, des moments moins bien, mais on va vers l'objectif. Donc je pense que la première des choses, c'est construire un objectif commun. Et ça peut être pareil dans une famille, en fait, enfin, dans tous les domaines. C'est quel est l'objectif commun qu'on a tous ensemble. Je pense à une chose que je vous ai pas dit, mais pour gérer les émotions au sens large, pas que le stress, l'outil numéro 1 qui marche tout le temps, à tous les coups, c'est le sport. C'est pas psycho, hein, c'est faire du sport, voilà. Ou c'est le mouvement, pour envoyer un terme qui est plus actuel et plus large, donc ça veut dire bouger, se mouvoir, faire des choses physiques, etc. Pas forcément en compétition, mais c'est à reprendre de l'énergie et de l'activité physique pour travailler les émotions, et non pas l'inverse. Si vous travaillez de façon trop intellectuelle, vous allez encore vous embourber, vous aurez une démarche pour le coup occidentale très intelligente, mais le sport c'est vraiment le moyen de gérer les émotions et de trouver un équilibre dans sa vie personnelle, pro, physique et mentale. Donc faire du sport pour moi c'est le conseil numéro 1, sans viser les JO, mais faites au moins du sport tous les jours. Bonsoir tout le monde, bonsoir Anthony et Perle. J'ai une question pour Anthony. Est-ce que tu penses qu'on peut se connecter à la demande à l'état de flow? Parce que moi c'est quelque chose sur lequel je suis un peu sceptique, notamment dans les sports co. Et si oui, quelles sont les clés pour toi indispensables pour le faire? Merci. Alors pour te répondre très honnêtement, normalement l'objectif d'un préparateur mental c'est d'aider chaque sportif à être dans le flow à chaque match. Si c'est possible. Et dans ceci c'est possible, on va mettre différents paramètres. Déjà ses capacités à lui, individuellement. Tout le monde n'est pas en capacité de, et les sportifs pros sont plus à même d'aller vers ça que des sportifs amateurs. Et après il y a tout ce que nous on peut bricoler d'un point de vue vraiment mental. Donc dans le bricolage, on va faire en sorte qu'il y ait donc pas trop de stress, beaucoup de concentration, beaucoup de travail des yeux, visuel, beaucoup de travail aussi de cardio et d'énergie physique avant de démarrer. L'alimentation, énergie tu vois, du corps et vraiment de l'énergie purement physiologique. Beaucoup d'amour. Il faut des messages de soutien, d'amour des proches. Ça a une influence de dingue. Souvent, je fais un peu mon manipulateur. Je demande aux femmes ou aux maris des joueurs de mettre des petits mots dans leur trousse avant compétition. Et nous, ils font ah. Et là, effet immédiat. Conseil de préparateur mental. Effet immédiat. Il y a tout ça, le fait de bien dormir, le fait d'avoir aussi une stratégie hyper en place avant. Et s'il y a un mot-clé à retenir, c'est les routines. Voilà. Les routines, quand elles sont vraiment hyper en place, qu'elles vont activer la créativité, les émotions, le positif, l'amour, tout ça, etc., ça augmente quand même les chances d'aller vers le flow. Mais le flow, l'obstacle numéro 1, c'est le stress. Parce que dès qu'on stresse, on anticipe trop loin, trop vite, trop fortement, on panique aussi rapidement. Et le flow, le stress,
Ouais, c'est le frein numéro 1, aller vers le flow. Mais si on travaille bien, mais par contre je dis ça parce que concrètement j'ai bossé avec 1000 sportifs en presque 15 ans et il n'y en a qu'une dizaine avec qui j'ai bossé dans cette démarche là, parce que aller vers le flow à chaque match, c'est un travail de dingue. Il faut se connaître parfaitement, il faut tout anticiper, il faut avoir une maîtrise de soi, de ses émotions, de son corps, technique, tactique hors du commun. On peut le faire, mais ce sera limité à quelques sportifs qui sont prêts à faire la démarche et à se faire mal au point d'arriver à ça. Voilà, donc c'est faisable, mais c'est un sacré challenge. Alors dans le sport, ça sera moins le cas pour des artistes, parce que par exemple quand tu vas à un concert, ce que tu veux voir dans le concert, c'est le moment où le gars qui chante ou qui joue du piano, il part. Et tu te dis, là, ce qu'il fait, c'est dingue. Tu vois, il joue, il exécute la partition, il est parti, en fait. Il est en transe. Donc, un très grand musicien, un très grand mec de scène, c'est quelqu'un qui sait se mettre en transe, en flow, à chaque concert. Mais ils ont l'avantage d'activer beaucoup le côté chez eux émotionnel et ils n'ont pas le côté trop technique qu'on a dans le sport. Où en plus c'est plus court. Tu vois, sur scène c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Sur un sprint t'as 10 secondes pour être en flow. Donc c'est plus compliqué. Donc chaque activité et chaque spécialité va permettre d'aller plus facilement dans le flow. En tennis par exemple, pour moi c'est un sport que j'adore parce que c'est un sport où on peut aller vers ça quasiment chaque match. Quand tu regardais Alain Parfait jouer Federer, c'était dingue. Il était dans le flow quasiment à chaque match. Parce qu'il avait une connaissance, une maîtrise de lui qui était hors du commun, et puis il avait tout des rituels, des machins, etc. hyper en place. Aujourd'hui, en tennis, là il y avait pas mal de matchs là à Bercy. Ceux qui font ça, c'est Djokovic. Très bien. Il est incroyable. Vraiment, c'est même stupéfiant. Chez les Français, il n'y en a pas beaucoup, pour ne pas dire aucun. Bon. Et chez les filles, Swiatek, elle est incroyable. Vraiment. Mais donc c'est vraiment c'est possible, mais ça demande d'avoir déjà un profil de base, donc des qualités purement intrinsèques suffisantes et un énorme travail de fond qui prend 5 à 10 ans. C'est pas pour moi. D'autres questions, peut-être. Une question à Anthony tout à l'heure, on parlait du bien-être au niveau du collectif, on parlait aussi de la transmission du stress par les entraîneurs. J'ai pas connaissance dans une histoire de haut niveau, mais c'est peut-être tout récent, que les entraîneurs sportifs soient suivis par des prépa mentaux. Est-ce que c'est un acte de progression justement pour nos équipes est-ce qu'il voit du mauvais côté du stress dans les grandes échéances? Dans la salle, qui est coach entraîneur, que je sache ce que je dis ou pas, parce que vous êtes que 2. Bon, je vais y aller. Les coachs, c'est un problème pour nous en préparation mentale, parce qu'il manque de formation en préparation mentale, qu'ils ont quand même souvent des idées très arrêtées sur ce qu'ils veulent de l'entraînement et les facteurs de performance, etc. Et il y a des coachs, je ne vais pas vous dire trop de noms, mais avec qui moi j'étais en incapacité de travailler. Vraiment, parce qu'ils faisaient obstacle à tout et que c'était pas possible. Donc, idéalement, il faudrait que tous les coachs soient formés à tous les facteurs de perf, diète, technico, enfin c'est la base, et mental, psychologique. Il y a des fédérations où c'est le cas. Alors, en foot, c'est pas mal le cas, contrairement à ce qu'on croit souvent. Deschamps est un contre-exemple, mais en foot, normalement, c'est le cas pour pas mal de coachs. En sport co, je crois que c'est aussi beaucoup le cas. Alors, Onesta au handball a joué beaucoup sur ça. En basket, avec la culture américaine, c'est aussi pas mal le cas. En sport individuel, ça va dépendre des cultures sportives, des traditions aussi sportives. En aviron, bon, vous avez une préparatrice mentale que tu aimes pas trop, mais J'aime pas trop, c'est sa méthode de travail. Voilà. En plus, regarde. Et je la connais, donc je suis un peu embêté. Oui, les coachs en sport co, le gros problème qu'on a avec eux, c'est que ils aiment le contrôle.
Ils aiment contrôler tout ce qui se dit, se fait à l'entraînement, et ils veulent avoir une vision de tout ce qui se passe dans le groupe et dans les vestiaires. Ce qui est impossible, mais c'est un peu leur idéal d'entraînement. Et nous, quand on bosse avec eux, on est un peu pris au piège parce qu'on peut pas tout leur raconter. On peut pas tout dire à un entraîneur. Quand j'ai bossé à Bordeaux-Bègles par exemple, j'étais extrêmement en difficulté. Parce que moi j'étais payé par le club et je devais faire des retours de ce que les gars me racontaient au staff. Comme font tous les médecins. Mais si je faisais ça, j'étais cuit au niveau des joueurs, enfin j'étais cramé, et en même temps, ne pas le faire, vous mettez à dos tout le staff. Donc c'est un positionnement qui est hyper compliqué. Faut savoir quoi leur dire et quoi ne pas leur dire. Et du coup, moi, ma position vraiment préférée, c'est quand je travaille pour un club en dehors du club. Je fais ce que je veux, je vois les gars dans mon cabinet, en dehors, c'est plus neutre, ils me parlent plus facilement. Il n'y a pas la pression normative de dire ci et ça par rapport au coach ou par rapport au club. Donc travailler pour un club ou une fédération ou une ligue, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il n'y a pas encore un lâcher prise, il n'y a pas encore une ouverture suffisante, je pense, de la part des dirigeants et des entraîneurs. Donc, je sais pas si je vous réponds correctement, mais voilà, c'est un peu le nez. Et Perle, peut-être l'incidence, enfin la relation avec le coach sur le stress, la préparation mentale, etc., etc. Moi, je pense que le staff est pas suffisamment accompagné, justement. Ça, c'est parce que techniquement, souvent, ils sont bons, voire très bons. Mais il n'y a pas que la technique pour accompagner un athlète. Donc il y a le bien-être, on en revient au bien-être de l'athlète, c'est connaître son athlète. Dans des sports co, chaque athlète est différent, donc c'est connaître les qualités et les défauts de chacun pour être le plus performant, c'est aller chercher les qualités de tous, essayer de gommer un peu les défauts, mais c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, enfin nous on le voit, un entraîneur qui donne du stress, mais c'est terrible. Enfin moi je l'ai vécu il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Quand l'entraîneur est stressé, on se dit ouais, alors lui il y croit pas trop là, faut y aller quand même. Et on sait qu'il le fait pas exprès, mais il le dit pas forcément, mais ça se transpire, il a les mains qui bougent. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est non verbal. En fait, et quand on est athlète et qu'on a un petit peu le stress déjà et qu'on se dit pourtant, allez, on est confiant, on a travaillé, bah, on monte, on se dit waouh, ça va être dur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros travail, et on le voit d'ailleurs au niveau des résultats sportifs, parce que souvent, enfin, pourquoi il y a des nations qui performent encore aujourd'hui, des petites nations, hein, et au niveau français, il n'y a pas que des mauvais athlètes, on a de très bons athlètes. On a de très bons entraîneurs. Je ne dis pas du tout. Sauf qu'à un moment donné, il faut que les entraîneurs acceptent d'être accompagnés et de se remettre en question par des personnes extérieures, que ce soit au niveau de la diététique, de la préparation mentale, en disant voilà, on communique pas un athlète comme ça, mais peut-être que tu devrais lui les dire comme ça. Et ah oui, mais non, bah si, parce que là ça va mieux marcher. Et vice versa, l'athlète, il doit aussi entendre du prépa mental, de dire bah là, ce que te dit le coach, si il te le dit peut-être pas de la bonne manière, mais c'est vers là qu'il veut qu'il aille, et faire ce lien en fait. Je pense que le prépa mental, moi aujourd'hui, ce que je recherche dans un préparateur mental, c'est vraiment ça. C'est faire prendre la mayonnaise et la confiance, et de se dire bah on se dit les choses. Peut-être que moi je vais mal les dire à l'entraîneur, et c'est vrai que des fois mon franc-parler fait que je vais mal les dire et que l'entraîneur va se dire est un peu brutal. Parfois il va me dire des choses, je vais dire il pense qu'il a raison sur tout, mais non. Aujourd'hui il peut pas savoir comment je suis, mon état de forme, il peut pas savoir comment techniquement il voit ça de l'extérieur, mais comment moi je ressens mon bateau de l'intérieur avec mon coéquipier. Et pour moi le préparateur mental il sert à ça, c'est ce que va dire l'entraîneur au prépa mental, ce que va dire le sportif au prépa mental, et à un moment donné que la personne neutre dise ah oui, donc là il y a cette cohérence, et toi il faut que tu fasses un peu d'effort là-dessus, toi tu vas faire un peu d'effort là-dessus. Par contre l'objectif, comme je disais tout à l'heure, l'objectif reste le même, et on tend vers cet objectif. Comme je dis, il n'y a pas de mauvais entraîneur. L'entraîneur qui vient tous les jours, on peut ne pas l'apprécier, il n'a pas envie de contre-performer, mais c'est comme un athlète. Un athlète, il s'entraîne pas tous les jours pour contre-performer. C'est exactement pareil. Donc en fait, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, le préparateur mental, et je le dis parce que tout à l'heure, pendant très longtemps, j'y ai pas cru, mais c'est un peu comme la personne de confiance qui va être capable de modeler un système. Il va faire le modelage et avec les athlètes, et quand il y a un autre athlète qui sort ou avec une équipe, il va modeler les qualités, les défauts de chacun, et parfois faire percevoir des choses ou communiquer ce qu'un athlète va pas oser dire à l'entraîneur, ce que l'entraîneur va pas réussir à dire à l'athlète pour aller vers de la performance. Et je pense que dans l'entreprise c'est pareil. Et pour mon cas, moi je bosse beaucoup dans le sport pro, donc football, rugby, tennis et sport mécanique. En rugby par exemple, un manager il gère tous les jours à l'entraînement 50 gars.
Il y a 40 joueurs à peu près entre les jeunes, espoirs, etc., l'équipe pro première, et il y a le staff qui maintenant devient des clubs pléthoriques. Vous avez 10, 15 gars, des fois 20 gars dans le staff. Donc ça fait un management de dingue. Et ils ont match au moins toutes les semaines. Entraînement tous les jours, 1-2 fois par jour selon les clubs. Une pression constante de tous les gars qui râlent tout le temps à l'entraînement parce qu'ils sont remplaçants ou machin, etc. Mais tous les jours. Et je vous jure, les gars au quotidien, ils sont fatigants, mais c'est incroyable. La pression de tous les sponsors qui veulent gagner, du président, etc. Donc c'est un stress de fou. Vraiment. Donc une carrière d'entraîneur à un niveau pro en rugby foot aujourd'hui, c'est vraiment une énergie, une ambition et une capacité de prendre soin, mais qui est vraiment digne des plus grands politiciens et chefs d'entreprise. Donc s'ils veulent durer longtemps, sans prendre trop de poids, sans trop finir foufou, ils ont intérêt vraiment à anticiper et à travailler sur eux. Juste pour eux. Après, en tant que manager, ce sera encore autre chose, mais déjà pour eux-mêmes, s'ils sont pas assis, s'ils n'ont pas un socle familial en place, s'ils n'ont pas une assise aussi géographique, s'ils n'ont pas vraiment une base solide et qu'ils sont pas assez armés mentalement, mais c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Bonsoir. Moi, j'ai une question pour chacun, comme ça va être, il y en aura deux. Perle, à quel moment tu t'es dit j'ai besoin d'un préparateur mental? À quel moment c'est arrivé? Et Anthony, on entend des fois, on lit dans la presse, on entend qu'un sportif s'est séparé de son préparateur mental. Est-ce qu'en tant que préparateur mental, quand ça arrive, c'est un échec? Un échec, pour mon cas, ce sera un échec, parce que les sportifs pros que je vois aujourd'hui, certains, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. C'est vraiment des projets très lourds, d'autres c'est plus récent, on a commencé les suivis des fois il y a 3-6 mois. Mais quand même, quand on a un sportif pro, on va dire en suivi, on bosse vraiment sur un projet de carrière en fait, donc c'est très très long. Après, dans ce travail sur 10 ans, vont s'inclure d'autres collègues à nous, on travaille toujours en collectif, donc je suis jamais seul. Je bosse avec d'autres préparateurs mentaux, avec des kinés, des ostéos, des profs de boxe, des profs de plein de trucs, on fait des choses des fois délirantes, délirantes. On fait des sauts parachutes, on fait des cours d'équitation, ce qui est moins dangereux mais qui peut l'être aussi. Donc non, c'est vraiment un travail à avoir de façon collective et à avoir de façon long terme. Après, il peut arriver que des sportifs ne soient pas en lien avec vous. Pour moi, c'est assez rare. Par contre, ce qui peut arriver, et ça m'arrive quelques fois, c'est quand ils ont une ambition qui est très élevée, que je traduirai en termes de psy, qui sont pas très lucides sur leurs ambitions et sur leur potentiel, et que vous les ramenez à être un peu plus lucides sur leur potentiel, ça ils aiment pas trop. Donc on dira pas quelqu'un qui n'a pas un niveau aux Jeux Olympiques, mais on va quand même l'aider à lui faire comprendre que la concurrence est rude et qu'il lui manque un peu des centimètres ou de la force ou je ne sais quoi. Et ça, généralement, ça plaît pas trop aux sportifs. Tiens. Et Perle, à quel moment on se dit qu'on a besoin d'un préparateur mental? Alors moi, pendant très longtemps, je me suis dit que j'en avais pas besoin, parce que j'ai déjà eu un accident de la route et je me suis dit que j'allais surmonter des obstacles bien plus durs que d'aller chercher de faire du haut niveau. Alors c'est vraiment propre à moi, hein, mais qui m'avait renforcé et ainsi de suite. Et à un moment donné, là, quand on n'arrive pas à aller chercher l'or, on se dit il y a quand même quelque chose qui bloque. Je m'entraîne tous les jours, j'ai les records individuels en indoor, j'ai les records en outdoor, enfin dehors. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi collectivement on n'y arrive pas là, à aller chercher? Il y a toujours l'argent, le bronze, voire maintenant ça dégringole. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on dit oui, il y a la performance, la concurrence qui monte. Et quand les gens vous disent autour, parfois, je pense que c'est bien que tu ailles voir un préparateur mental. Je pense que c'est bien d'y aller. On se dit bon, moi on va y aller. Comme ça, si ça marche pas, on pourra dire que le préparateur, si ça marche, on pourra se dire c'est grâce au prépa mental. Si ça marche pas, on se dira bon, en fait, il a pas mieux réussi que ce qui a été mis en place. Donc au moins, il faut jouer toutes les cartes. Et je me dis que c'est une carte supplémentaire, il faut la tenter. C'est pas, ça marche pas, on y croit pas. Pendant très longtemps, j'y ai pas forcément cru.
Après, comme la cohérence cardiaque, maintenant en faisant, je me dis ouais, c'est vrai que ça fonctionne quand même, le rythme cardiaque redescend. Puis oui, on vieillit un peu, on réfléchit un peu plus, on prend un peu plus de recul aussi, je pense. On a moins la tête dans le guidon et on se dit que chaque individu est complémentaire et comme je disais tout à l'heure, c'est une petite pièce du puzzle. Elle servira ou elle servira pas, mais en tout cas, elle sera pas néfaste. Donc aujourd'hui, je me dis, elle ne peut faire que du plus. Elle ne pourra pas faire moins bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait la démarche et parce que les entraîneurs ont aussi dit que ça pouvait être le petit truc qui pouvait faire la différence. Objectifs dans un climat aujourd'hui anxiogène, quels sont les, si tant est qu'il y en ait, des marges de manœuvre pour un manager de travailler sur ses perceptions? Alors, il y a un petit test que je fais souvent en entreprise et qui a des résultats absolument incroyables. Je demande aux gens en formation qui travaillent en coaching d'évaluer entre 0 et 10 le bonheur actuel des Français. Voilà. Même chose entre 0 et 10 le bonheur de leur entreprise et après entre 0 et 10 leur propre bonheur. Voilà. Et avec ça, on voit comment est-ce qu'il se situe par rapport à, on va dire, une échelle sociétale de micro, on va dire, d'entreprise, et on voit comment il se positionne par rapport à ça. Et les résultats sont absolument incroyables. Vraiment. Il y a des gens qui râlent tout le temps, qui sont en colère tout le temps, qui manifestent tout le temps, pour qui rien ne va, et qui s'estiment eux très heureux. Mais ils ont un tel impact de comment va la France, comment va le monde, etc., que du coup ils le verbalisent beaucoup et qu'ils l'extériorisent beaucoup. Donc c'est très compliqué d'arriver à ça, mais il faut juste arriver à faire comprendre aux gens que en fait le bonheur il est très personnel, il est partagé aussi, il dépend de phénomènes et de facteurs environnementaux. Donc fais ça, demande-leur quel est leur niveau de bonheur à eux, à leur entreprise et à leur exactement. Voilà, c'est une bon moyen de relativiser et de prendre du recul par rapport à tout ça. D'abord, merci. J'ai une question pour vous. Donc, par rapport aux donc, ma question, est-ce qu'on peut distinguer en ce qui concerne les gens, la dimension émotionnelle qui réfère au bonheur et la dimension cognitive qui réfère à la satisfaction? Parce que j'ai vu quelques parties qui mesurent le bien-être à travers la satisfaction. Est-ce que cela, ça peut aider à se développer? Deuxième question, c'est en termes de modélisation. Donc, je vous donne sur le sens de l'économie. Parce que je pense que si on est performant, ça affecte le bien-être et inversement. Si on est heureux, ça affecte la performance. C'est pour ça que j'aimerais bien regarder sur la tête du métier. Spécifiquement, du métier, il montre d'atteindre des objectifs. Si j'atteins pas des objectifs, ça fait un métier. Est-ce que il peut supposer que le bien-être est une variable modératrice ou intermédiaire à travers laquelle l'effet des facteurs externes joue sur la performance? Donc, je remarque ça. Alors, ce que j'ai compris de la question, c'est que bonheur et performance, c'est à la fois cognitif et émotionnel. Comment le cognitif peut prendre le pas sur l'émotionnel et comment l'émotionnel peut prendre le pas sur le cognitif. Et la deuxième question, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que la performance est préalable au bonheur ou au bien-être, ou est-ce que le bien-être est un préalable à la performance? Donc voilà un petit peu en résumé. Après sur la variable modératrice, Kamal. Oui. Voilà. Par exemple, si on accepte bien que c'est le bien-être qui affecte la performance, d'accord? Donc, est-ce qu'on suppose que les autres facteurs, par exemple l'échec ou des facteurs qui affectent les deux,
par exemple, il y a un problème de terre, etc. Ça affecte le bien-être, ça affecte la performance. Est-ce qu'on suppose, on peut supposer que ces facteurs externes, ils ont un effet sur la performance à travers le bien-être. Par exemple, si on a un bon bien-être, ça atténue l'effet, et inversement, si on a l'inverse, ça accentue. Est-ce qu'on peut Je laisse le je répondrai après. Là, on commence cette votre question en Encore une fois, si un sportif n'est heureux que quand il performe, c'est la fin de tout projet. Donc nous, en préparation mentale, ce qu'on recherche à faire, c'est que les sportifs soient heureux, soit dans le bien-être, soit dans le plaisir, appelez-le comme vous voulez, sur des petites choses du quotidien. Sur du travail, sur de la tâche, sur de l'entraînement, sur des micro-trucs. Mais s'ils ne sont heureux que quand ils ont une médaille au JO, tous les 4 ans, c'est quand même beaucoup de jours de malheur, tu vois. Donc, pour qu'ils tiennent sur 4 ans ou sur 15 ans, il faut vraiment qu'ils aient en tête, certes le résultat, certes le classement, certes un podium, mais aussi d'autres petites choses qui sont des micro-objectifs que tout le monde a au quotidien, qui nous font plaisir et qui nous rendent heureux, en fait. Mais c'est vraiment des petites choses. Inversement, de ce que je constate, mais ça c'est pas vraiment un constat, c'est de l'empirique, hein. Ce que je vois, c'est que quand les sportifs et aussi les managers ou les grands dirigeants sont trop heureux, ils ne performent plus. Parce que le bonheur, c'est mou. Ça vous rend mollasson, ça vous rend cocooning, gna 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 gna, et ça, en fait, c'est contre-performance, vraiment. Donc, le confort d'une thalassothérapie, des machins, tout ça, c'est bien, mais une après-midi. Pas tous les jours pour un sportif, parce que c'est pas suffisant. En fait, faut vraiment trouver la jonction et le compromis entre se faire mal, encore une fois, et en même temps trouver aussi de la récupération. Mais le trop, enfin, il y a des contre-exemples. Par exemple, dans les profils de sportifs dépressifs ou bipolaires, ils vont trouver dans les phases maniaques, donc les phases d'euphorie ou les phases de dépression, une telle, c'est tellement up and down que ça va aider à performer. Donc c'est vraiment très pathologique, hein, c'est vraiment sur un fil. Donc ça peut exister. Mais globalement, si on veut réussir à ce que les gens performent, il faut qu'ils soient à la fois dans une sorte de bien-être ou d'équilibre, sans être trop cocooning et sans être trop dépressif. Donc il faut trouver le bon ajustement. Et ça va dépendre beaucoup aussi des saisons. Printemps, été, etc., etc. Et de facteurs, on va dire, environnementaux et aussi familiaux. Parce que par exemple, un truc tout bête, mais quand un sportif a un enfant, ça change tout son projet de carrière. Tout. Son niveau de peur explose et le sport devient secondaire. Et la priorité, c'est la famille. La famille et les enfants. Donc en fait, on prend tous ces facteurs-là, on essaye de jongler avec ça et de faire en sorte de trouver l'équilibre qui soit le plus cohérent par rapport à leur âge, par rapport à leur ambition, et on joue avec ça. Très bien résumé, mais je pense que c'est propre à chaque individu. Vraiment, c'est vraiment propre à chaque individu où on met le curseur. Après, je pense que tout est lié en fait. Il y a pas, il y a pas une variable plus que l'autre. C'est vraiment tout est lié et ça dépend de l'individu, ça dépend de plein de choses en fait, de l'âge, quand on est sportif, quand on commence, ou quand on est en fin de carrière, ou quand on est au milieu de carrière, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. En fait, je pense que ce n'est pas lié qu'à ces facteurs-là. Il y en a vraiment plein qui rentrent en jeu. Et comme on dit tout à l'heure, projets de vie, des projets professionnels, sport amateur, sport professionnel. On disait tout à l'heure, un sportif amateur, il est moins dans le confort qu'un sportif professionnel. Un footballeur au PSG qui va gagner tous les mois, sa zone de confort, c'est sûr qu'elle est un peu plus sympa, hein. Puis il sait que s'il se fait pas trop mal, son salaire il tombera à la fin du mois. Enfin, moi je m'entraîne tous les jours, je travaille à côté et je ne m'entraîne pas pour le salaire. Parce qu'on est amateur et c'est pas spécifique au parasport, hein. Il y a des sportifs valides dans certaines disciplines où on en entend parler que tous les 4 ans au jeu.
Donc c'est pas spécifique au donc c'est vraiment tout ça en fait, c'est la zone de confort comme le disait Anthony. C'est sûr, pour un footballeur qui voyage dans des hôtels, qui a une super Ferrari, au final, est-ce que le plaisir sportif il est là? Non, je pense qu'il s'est fait plus mal pour arriver là. Maintenant, il est là, il a un contrat pro, donc il a pas forcément besoin de se faire mal. Et s'il a une contre-performance, ouais, ça l'embête un peu. Surtout qu'il y a les médias qui vont en parler, ça l'embête un peu. Je sors Mbappé, par exemple, qui lui va prendre l'impact direct, mais il y en a d'autres. Et dans le rugby, c'est pareil. Nous, sportifs amateurs, on le fait vraiment avec les tripes, parce qu'on a envie de se faire mal, parce qu'on a envie de se prouver à nous-mêmes, parce qu'on le fait aussi pour la famille. Enfin, là, les enjeux sont pas du tout les mêmes en fait. Et je pense qu'il faut vraiment aussi différencier sport amateur, sport professionnel. C'est deux mondes différents, avec des zones de confort totalement différents. Et il y a des sportifs amateurs qui gagnent très bien leur vie. On va prendre un Teddy Riner, à la base, il fait du sport amateur. Sauf qu'il a réussi à avoir des contrats qui le font. Mais à côté de ça, il y a des judokas et des judokates qui ont du mal à vivre de leur sport et qui se font mal tous les jours et qui s'entraînent. Tous ceux qui sont dans l'ombre de Tony, qui ont été dans l'ombre de Tony Estanguet, qui sont dans l'ombre de Teddy Riner et qui s'entraînent tous les jours comme eux, qui sont vaillants, qui sont aussi performants. Sauf que voilà, devant eux, il y a donc voilà, je pense qu'il y a plein de variables qui font ça en fait. Je pense que c'est spécifique pour chaque individu, chaque sport, voilà, c'est vraiment ces variables, elles bougent tout autour. Enfin, c'est vraiment tout un système. Là, c'est vraiment tout ce qui est systémique. C'est tout un système qui bouge et puis en fonction de l'âge, de plein de choses, de plein de facteurs. Je vous propose de prendre une dernière question. Il y a la balle au grand, et donc j'ai une question pour le touche et pour Perle. Donc pour Perle, a priori, si tout se passe bien et si tu es performante, ta carrière se terminera en 2024. Comment est-ce que tu feras pour aller chercher ce bien-être, cet équilibre entre bien-être et performance derrière? Et pour Anthony, toi qui es préparateur mental de haut niveau, on a parlé de la préparation mentale des entraîneurs, des sportifs, des managers, des artistes. Est-ce qu'il existe des préparateurs mental? Autrement dit, est-ce que toi tu te fais accompagner? Alors ça se prépare. Ça se prépare bien en avant, j'y réfléchis déjà beaucoup, parce qu'on nous dit que quand on arrête une carrière de haut niveau, on passe d'un côté médiatique où on parle de nous à l'ombre. Et moi je le vois, j'ai des athlètes aujourd'hui dans mon club qui sont champions du monde, qui ont fait les Jeux, et qui ne sont plus reconnus, on va dire, en tant que tels, mais au bout de 2-3 ans, c'est fini, on parle plus de nous, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent et ainsi de suite, ça change tout le temps. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment s'y préparer. Donc je commence à m'y préparer, je sais pas si je serai prête. Et je pense surtout qu'il faut se dire qu'est-ce que je fais après pour combler tout le temps que je passe à l'entraînement. Parce qu'on passe beaucoup de temps d'entraînement, beaucoup de temps hors de chez nous, beaucoup de temps en compète. Et je pense que c'est plutôt ça, c'est qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là et comment je vais mettre des choses en place pour qu'il n'y ait pas ce vide. Alors je pense que les premiers mois, il va peut-être pas y avoir une dépression, mais peut-être. Bon, il dit que oui, j'espère que non, mais bon, j'ai un médaillé, on a des médaillés olympiques en aviron qui sont champions olympiques. Et il y en a un des deux, rameur, qui a fait une dépression pendant 1 an, alors qu'il est champion olympique. Moi, je me suis dit, mais je comprends pas. Justement, il a atteint ce qu'il pouvait, et pourquoi il va se remettre en question puisqu'il a atteint la médaille d'or. Donc, ça veut dire se réentraîner pendant 4 ans, alors qu'on a été le meilleur. Est-ce qu'on va être encore le meilleur dans 4 ans? Donc moi, c'est me préparer, avoir des projets professionnels autres. Aussi, c'est envisager professionnellement qu'est-ce que je vais faire à côté, est-ce que je vais garder les mêmes missions, est-ce que je vais changer, mais voilà, c'est vraiment se préparer pour éviter de sombrer dans la dépression. Préparer la famille en disant voilà, il va falloir que vous soyez là parce que je vais peut-être être de mauvaise humeur non mais je pense vraiment voilà. Et après, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est transmettre aux jeunes, leur dire allez-y, croyez en vos rêves, croyez en vous. Et ma plus belle, on va dire, reconversion, ça serait d'accompagner quelqu'un qui prenne ma place et qui aille de nouveau faire des compétitions internationales, aller chercher des médailles. Et là, je me dirais, j'ai bouclé la boucle en fait. J'ai été sportif et j'ai réussi à accompagner un sportif qui va peut-être faire mieux que moi. Dommage, elle va faire mieux que moi. Mais tant mieux, au final, ça veut dire que j'aurais réussi à lui transmettre l'expertise ou les compétences que j'avais un peu en aviron, pour aller performer, peut-être être encore meilleur que moi, et puis lui éviter de faire peut-être des erreurs que j'ai faites.
pour qu'elle soit, voilà. Et ça serait pour moi la plus belle des choses, c'est la transmission et de transmettre aux plus jeunes l'envie d'aller se faire mal, l'envie de tout. Parce que je trouve que par le sport, il y a plein de valeurs, et on le disait tout à l'heure, on vit dans un monde anxiogène, mais le sport a plein de valeurs, et pendant les Jeux, il y a toutes ces valeurs qui sont mises en place avec tous les pays du monde. Là, on oublie tout, enfin, c'est le cas de le dire, mais il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. En fait, on vit tous à travers de l'activité sportive. Et je trouve que le sport a ces belles valeurs qu'on n'arrive pas encore à mettre en place dans notre vie de tous les jours, mais c'est ça qu'on doit inculquer aux plus jeunes, et voilà, la transmission. Anthony, sur le préparateur mental du préparateur mental. Quant à moi, donc franchement, quand j'étais quasiment à temps plein comme psycho-préparateur mental, je faisais 25-30 séances par semaine. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est quand même assez conséquent par rapport à des médecins généralistes ou tout ça. Ce qui a fait que j'ai pris du poids, j'étais ronchon. J'étais moins bon aussi, je pense, en préparation mentale. Et donc j'ai réduit mes nombres de séances hebdomadaires. Et j'ai fait un choix de consulter moins pour avoir plus de qualité et aussi plus d'équilibre personnel. Ce à quoi j'ai cumulé plein de choses. Donc j'ai retravaillé tout mon équilibre individuel. J'ai travaillé où j'habitais. J'ai changé de mode de vie. J'étais en pleine ville. Je partais à la campagne. Effet radical. Changer mon alimentation, l'alcool, etc., etc. Et j'ai, en complément de tout ça, une psychologue que je vois en cas de grosse tempête, ce qui peut arriver régulièrement, et un coach de boxe, qui pour moi, la boxe, c'est quasiment une préparation mentale physique, comme un carrefour entre la peine et la préparation physique. Donc c'est mes deux, on va dire, mes deux outils, enfin mes deux, aides, support psychologique. Mais ouais, donc moi j'ai vraiment changé mon quotidien quand j'ai vraiment trop bossé et trop avec des sportifs de haut niveau, parce que c'est déroutant, vraiment, c'est trop fatigant. Et donc j'ai aussi fait en sorte de moi être accompagné, d'avoir un suivi et coaching et préparation mentale et psychologique. Merci beaucoup. Donc, on arrive peu à peu à la fin de ce moment d'échange, et je vais vous laisser conclure peut-être sur une recette facile qui permet d'installer un petit peu de bien-être au quotidien au service de la performance. Celle-ci, elle est écrite, la recette facile. Si vous aviez un conseil à donner... Alors moi, ce que je fais et ce que je conseille, c'est de dire que la vie est belle, quoi qu'il arrive. On a la chance d'être en vie. Tous les jours sont pas beaux, mais dans chaque journée, même la plus pourrie, mais vraiment, parce que ça arrive à tout le monde, essayez de voir le petit truc positif. Le bisou à un enfant, le café avec un collègue, le fou rire. Moi, j'aime bien, quand je vois le soleil, ça me met de bonne humeur. Quand on prend la pluie, quand je vois le soleil, je vois. Et en fait, c'est ça. Et je me suis vraiment inculqué à moi-même, me dire que parfois, on se dit, mais c'est pas possible, là, ça va mal, ça. Et finir sa journée avant de s'endormir en se disant, qu'est-ce qui a été positif? Des fois, on cherche longtemps. Mais en tout cas, il faut le trouver. Et sincèrement, il faut le trouver. Et ça peut être parfois quelque chose d'anecdotique, un coup de téléphone avec quelqu'un, un fou rire, comme je dis, boire un café avec quelqu'un. Et moi, c'est vraiment ce que je conseille. C'est le petit truc positif de la journée, de se dire que quoi qu'il arrive, la vie est belle, ça pourra jamais... les mauvaises phases, elles ne dureront pas indéfiniment, comme les très bonnes phases. Donc en fait, le cycle, il est comme ça. Et savoir s'adapter, c'est la deuxième chose. On est dans un monde où il faut savoir s'adapter. Et quand on est sportif de haut niveau, on doit savoir s'adapter à toute situation. Et voilà, il faut aussi savoir s'adapter. Et parfois, dans le monde du travail, changer de bureau, c'est une catastrophe. Parce que la fenêtre n'est plus à gauche, mais elle est passée à droite. Le cadre ou le bureau a été inversé. Et on s'en rend, parce que je le vois, des fois, on me dit, j'ai changé de bureau. On a changé d'étage, attention. Pourtant, il y a l'ascenseur, mais on a quand même changé d'étage. Mais vous voyez, vous en rigolez. Mais sur le moment, les gens n'en rigolent pas parce qu'on leur a changé la photo. N'est plus à la même place. En fait, voilà, essayer de prendre du recul et de se dire, c'est pas grave, on s'adapte, on change, et il y a peut-être du positif parce que tout compte fait, il y a la machine à café à côté. Je vais croiser les collègues un peu plus souvent à la photocopieuse ou autre. Non, mais en fait, c'est ça, c'est essayer toujours de voir un peu le positif dans les situations qui peuvent être anxiogènes. En fait, c'est sortir une petite note positive, et le cerveau, il est fait comme ça. Quand on est toujours dans du négatif, le cerveau continue à être dans du négatif, et sportivement, c'est pareil. Quand on est
dans des phases d'échec et on le voit en sport co. Quand on commence à perdre, on perd. Et même si on t'entraîne plus, on perd. Quand on gagne, souvent, on gagne. Donc en fait, c'est ça, c'est essayer à un moment de se dire, allez, je switch et j'essaye de trouver le petit truc. Tu auras deux choses. Alors une chose simple, une chose un peu plus compliquée. Une chose simple, ça serait de vous acheter une tasse à café, à thé, ce que vous voulez, la plus belle des tasses possibles, artisanale, et de faire en sorte que quand vous prenez un café avec cette tasse-là, ce sera un café excellent. Dégusté, pris lentement, avec votre attention au maximum, avec tout le travail derrière de l'artisan, etc. De vraiment essayer de boire le café, le thé en pleine conscience, donc de méditer en fait avec votre thé, votre tasse à thé ou à café. Vraiment, un truc de zen japonais, mais très efficace. Deuxième chose, là ça sera plus compliqué, mais c'est vraiment le challenge de tous les préparateurs mentaux psychologues, c'est d'essayer de vous parler dans votre tête en positif le maximum. On a tout dans notre tête une petite radio mentale, une petite voix qui nous critique tout le temps, qui se met en colère, qui blablate toute seule, qui se déclenche dès qu'il y a un problème, etc. Essayez de la contrer au maximum et de faire l'inverse, de vous parler en positif. Pour ça, il faut se rendre compte, il faut prendre le temps de se poser, de regarder un peu ses pensées et de se trouver aussi souvent un mantra qui sera votre mantra, on va dire, porte-bonheur, votre mantra positif, optimiste. Une phrase qui vous plaît, je suis le meilleur du monde, je suis inclassable, je suis ce que vous voulez, et vous le répétez. Et cette petite répétition, un peu méthode Coué, marche très bien. Ça prend du temps à changer, mais quand vous transformez votre voix mentale de négatif à positif, vous êtes vous-même transformé, et les choses changent naturellement. Merci beaucoup Perle et Anthony. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux et retrouver le podcast Éclosion. Et une nouvelle fois, on a passé, je pense, toutes et tous un très bon moment et on peut chaleureusement applaudir Perle et Anthony pour leur témoignage. Merci beaucoup. Alors, on rappelle à tout le monde qu'il y a un apéritif qui est servi dans l'atrium. Voilà, on va vous apporter un petit peu de bien-être dans l'atrium. On a mis de l'alcool, Anthony, je suis désolé. Alors, et si certains veulent voir les médailles, voilà, olympiques. L'atrium, quand vous sortez de la salle de conférence, c'est sur votre droite, enfin le couloir à droite.